La colère de l'association Safara Hépatite Sénégal contre la coordonnatrice du programme national de lutte contre les hépatites. Elle exige le départ de Aminata Sall Diallo. Elle se défend près de 2 500 000 personnes touchées par la maladie. Le ministre de l'Agriculture chez le Khalife général des Mourides à Touba, Moussa Baldé, à sa sortie de l'audience, annonce que la distribution de l'engrais et des semences se poursuit. Vous l'entendrez. Imam et Miozin prient à Saint-Louis pour un bon hivernage, mais attention, les pratiques contraires à nos valeurs, comme l'homosexualité, ne jouent pas en faveur d'un bon hivernage, selon ces imams. Région de Matam, plus de 35 localités privées d'eau potable. La situation préoccupe les élus de la zone qui réclament le début des travaux de réalisation des conduites d'eau pour atténuer la situation. Modlo promet à ses supporters le titre du roi des arènes face à Omesen. Il a dit face aux journalistes. Détail dans la page sport avec Elhadj Ndaté Diop. Tour du web Fama John, quartier vert Youssouf Bodian, bonne santé Nafissatou Sila, qui a reçu également l'invité du soir, Papa Demba Bitey. Il est le directeur général de la Sénélec. À la technique pour ce 22h, Amadine Ndiaye au micro, Jo Maron. Bienvenue à toutes et à tous. Près de 2 500 000 personnes portent le virus de l'hépatite B au Sénégal. Ce chiffre est rendu public par l'association Safara Hépatite Sénégal qui a rencontré les journalistes cet après-midi et l'association exige le départ de la coordonnatrice Bayassane Diaw. Le nombre de personnes vivant avec l'hépatite B au Sénégal est impressionnant. Le paradoxe, c'est que beaucoup d'entre elles ignorent ce fait. Ibrahima Gueye, président de l'association Safara Hépatite Sénégal. Nous avons une prévalence qui mérite réflexion. Pour la simple raison que, si on prend la population, il y a 85% aujourd'hui qui ont été déjà en contact avec ce virus. Et sur ces 85%, on a 11% de porteurs toniques. C'est-à-dire aujourd'hui plus de 2 500 000 de Sénégalais qui sont porteurs du virus de l'hépatite B. Les patients sont confrontés à plusieurs difficultés qui ne facilitent pas leur prise en charge. En dehors du diagnostic, du dépistage, il y a le diagnostic qui est très coûteux. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas des patients qui connaissent déjà le statut, mais malheureusement, c'est des gens qui ne peuvent pas se traiter. Pourquoi ils ne peuvent pas se traiter? Pour la simple raison que c'est des gens, en général, dès qu'ils reçoivent le diagnostic, quand je parle de diagnostic, c'est le bilan sanguin qui doit être fait. C'est un bilan qui est très coûteux, en général, qui va dans les 100 à 199 000 francs. Vous donnez ça à un patient, il recule. Face à ces problèmes que l'association Safara Hépatite Sénégal rencontre, elle demande tout simplement à la coordonnatrice du programme national de lutte contre les hépatites, Aminata Sall Diallo, de démissionner. Malheureusement, il faut oser le dire. Ce programme, en tout cas, les patients n'en ont pas bénéficié. La coordonnatrice du programme national de lutte contre les hépatites doit avoir l'honnêteté intellectuelle de rendre sa démission. La réponse de la concernée ne s'est pas fait attendre. Elle soutient que les propos d'Ibrahima Gueye sont insensés. Je n'ai pas à donner de réponse par rapport à Safara Hépatite parce que je pense qu'ils sont dans leur rôle et moi je suis dans le bien. Ce que je dis, c'est lors d'une réunion scientifique que nous avons présenté des résultats en disant, compte tenu des moyens que nous avons aujourd'hui, compte tenu des malades qu'il y a aujourd'hui, la projection par rapport à 2030 ne nous permettra pas d'éliminer. Et je donne rendez-vous aux gens en 2030. Tout pays qui s'est engagé à pouvoir éliminer l'hépatite en 2030, je pense que c'est juste un vœu pieux. Et moi, je suis une scientifique. J'ai démontré qu'en 2030, nous ne pouvons pas éliminer l'hépatite. L'association a donné rendez-vous à ses membres le dimanche prochain à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre l'hépatite. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. La tournée du ministre de la Santé et de l'Action sociale dans la région de Saint-Louis, Abdoulaye Diouf Sarr, qui promet de relever les plateaux techniques des structures sanitaires visitées. Le ministre de la Santé s'est rendu à Richard Toll, Dagana, entre autres. Il explique au micro de Mamadou Diagne. Nous sommes dans la région de Saint-Louis, une région extrêmement importante et nous tenons effectivement dans le cadre de cette tournée à passer en revue le dispositif et les structures conformément à l'orientation que nous avons dans la carte sanitaire. Nous venons de visiter l'hôpital de Richard Toll. Après cette visite, nous avons constaté certainement qu'il y a des améliorations à faire à ce niveau. Et je remercie au passage M. Moussa Sall, le directeur de l'hôpital, qui a fait d'énormes efforts par rapport, bien entendu, à la bonne prise en charge de cette structure. Après l'hôpital, nous sommes venus inaugurer le centre de santé de Richard Toll. Centre de santé qui a été financé par la coopération luxembourgeoise. Et c'est avec énormément de satisfaction que j'ai vu véritablement le niveau du plateau médical
mais aussi l'infrastructure en termes donc, j'allais dire, de complétude des services. Après Richard Toll, nous nous dirigeons vers Dagana pour visiter le centre de Dagana que nous allons inaugurer au début du mois de septembre, pour voir quelles sont les dernières dispositions à prendre avant l'inauguration. À la suite de cette visite, nous retournerons à Saint-Louis pour demain visiter de manière exhaustive l'hôpital régional de Saint-Louis pour voir véritablement s'il y a des manquements et qu'est-ce qu'il faut prendre en termes de diligence pour véritablement satisfaire les patients. Donc c'est une tournée extrêmement importante dans le Nord qui nous permet d'évaluer, somme toute, la carte sanitaire dans la région, mais aussi de voir quelles sont les dispositions à prendre pour mieux servir les patients. Moussa Baldé était à Touba à sa sortie d'audience avec le khalife général des Mourides. Le ministre de l'Agriculture a annoncé que la cession des semences se poursuit et l'engrais en cours d'acheminement chez les producteurs. Moussa Baldé au micro de Mohamed Jojo. La mise en place des semences d'arachide est terminée. Les cessions, nous sommes à 90% quasiment. Le 31 juillet, on pense que la mise en place et la cession des semences d'arachide sera terminée. Les autres spéculations, ça progresse bien. Pour le riz aussi, c'est terminé. La mise en place des semences de riz sont terminées. Et les cessions sont au niveau à peu près à 84%, 85%. D'ici une semaine, nous pensons aussi que la mise en place et la cession des semences de riz seront pour les engrais, parce que les opérateurs attendaient un peu aussi les pluies, parce que pour amener beaucoup plus d'engrais. Mais en moyenne, nous sommes aux alentours de 40% de mise en place des engrais et à peu près au même taux pour la cession. Donc, nous pensons qu'actuellement, on peut dire que la mise en place des intrants au niveau du monde rural se passe très bien. Le ministère de l'Agriculture a décidé de mettre en place 50 000 tonnes de semences d'arachide au niveau du Sénégal. Cette répartition, elle est faite par rapport aux potentialités des zones et je pense que les semences ont été distribuées de façon équitable. Saint-Louis, imam et muezzin qui prie pour un bon hivernage. L'association d'appui et d'orientation des maîtres coraniques a dénoncé les pratiques contraires à nos valeurs comme l'homosexualité. Mohamed Nabissila. L'installation tardive de l'hivernage au Sénégal reste un signe de colère de la divinité à cause des pratiques de mauvaises mœurs comme l'homosexualité et la dépravation sociale. Pour nous qui sommes musulmans, nous disons que si, il y a une corrélation entre nos pratiques et notre vécu. Dieu dit que je ne vous donnerai un guide qu'à votre image. Et notre société sera également à l'image de ce que nous en faisons. Nos pratiques déteignent de façon criarde sur notre façon de vivre. Vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup d'homosexuels. Et il est très facile de devenir homosexuel. Finalement, vous allez voir, c'est la sécheresse qui s'annonce pour nous autres musulmans. Nous n'avons pas d'autre explication rationnelle si ce n'est ça. L'association d'appui et d'orientation des écoles coraniques du Sénégal marque ainsi sa conviction et compte renforcer la capacité des imams et oulémas. Amadou Diagne Bay est leur porte-parole. Ces personnages d'abord les plus importants en la personne d'abord de l'imam qui incarne la religion de l'islam, c'est fait avec Bilal. Lui et l'imam constituent en tout cas des piliers fondamentaux dans la construction sociétale. Nous sommes venus là parce qu'évidemment les choses sont plus ou moins erronées. Nous sommes venus là pour requalifier le profil de l'imam, pour requalifier le profil justement du muezzin, pour ensuite rappeler le rôle de la mosquée dans la construction sociétale. L'association régionale qui a porté à sa tête l'imam Baye Mohamed Samb était en conclave à la mosquée Serigne Bachirou Samb de Bango. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila dans le Saloum. L'espoir renaît chez les paysans et éleveurs du Saloum Ndoukoumane. C'est suite aux pluies enregistrées hier. Entre 25 et 75 mm ont été constatées. Ibrahim Djamé. L'hivernage s'est donc définitivement installé, dirait-on, dans le Saloum et le Ndoukoumane, en tout cas d'importantes quantités de pluie relativement variées réparties sur l'ensemble des deux régions de Kaolack et de Kaffrine ont été enregistrées dans la nuit du 24 au 25 juillet. Suivant les services météorologiques de Kaolack, le record de pluie a été enregistré à Diokoul-Mbelbouk dans la région de Kaffrine avec 75 mm. Le reste s'est réparti comme suit: Nganda 54 mm, Djebel 52
49,2, Ndiafat 49,3 mm, Ourour 45, Mboss 39, Kaolack 34 et Guinguinéo 26 mm. Des précipitations qui sont venues abréger la longue pause pluviométrique qui avait fini par inquiéter paysans et éleveurs. Beaucoup de semis en phase de plantule ou de germination étaient affectés par la sécheresse du sol et étaient devenus moribonds. Les animaux, quant à eux, ne trouvaient plus d'herbe à manger, vivent une difficile période de soudure. Mais depuis ce matin, c'est un regain d'espoir. Le sol est bien arrosé et les paysans ont regagné les champs qui pour semer le reste de leurs graines d'arachide, qui pour démarrer effectivement l'hivernage. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. Plus de 35 localités dans la région de Matam privées d'eau potable. Des élus de la zone de Lauré dans le département de Kanel ont évoqué le problème. Ils attendent le début des travaux de réalisation des conduites d'eau pour résoudre le problème. Ali Bandel Niang. Ce sont les populations les plus assoiffées du pays. Les habitants de Bokiladji, Dembankani jusqu'à Mouderi peinent à sortir de difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Mamadou Kourosibi est le maire de Dembankani. Ça demande beaucoup d'argent. Ça demande énormément d'argent. Les immigrés, on fait des forages, mais je répète mes mots, c'est un sol inhospitalier. C'est le sol. Voilà. Suite à l'annonce du ministre du Développement communautaire lors du CRD spécial à Matam, les chefs de village élus et notables de toutes les localités de ces communes ont appelé à une grande journée de réflexion. Alassane Baïtiam, maire de Bokiladji. C'est l'eau, la diaspora. Moi, dans mon village, on avait investi plus de 150 millions. 1 million Maïlkaï, 1 million Dar es Salaam, 1 million Level Badi, 500 000 Kaval pour faire des pubs. Mais on sait que ça ne donnera rien. Mais c'est pour donner l'espoir. Face à ces difficultés quotidiennes, le député Daoud Diak, qui sera à l'Assemblée invité d'honneur de cette journée d'échange, avance un financement de plus d'1 milliard. Cette étude a montré que c'est difficile d'avoir de l'eau à partir des forages. Donc il faut un transfert d'eau. Et ce transfert d'eau a été situé au niveau d'une zone assez fournie en eau souterraine dans la commune de Haouri, environ 1 milliard. Donc c'est une enveloppe assez costaud. Et le ministre C.S. règle définitivement cette question-là. Nous portons cette occasion-là pour le remercier et remercier son excellence président de la République Macky Sall en fait d'avoir répondu à notre appel, l'appel des populations de Lauré. De l'espoir certes, mais les populations de cette zone du socle de Lauré restent impatientes de voir les travaux démarrer. Matam, Ali Bandelnia, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Guédiawaye, face à l'insécurité, des comités de veille et d'alerte mis en place. C'est pour une sécurité de proximité. La police et les acteurs communautaires ont tenu une rencontre ce matin dans la banlieue. Salif Sow. Police, élus locaux, imams, délégués des quartiers et Badjanougor, tous autour d'une même table pour parler d'un même sujet, l'insécurité. Ces différents acteurs s'étaient donné rendez-vous à la salle de révération de l'hôtel de ville de Guédiawaye. Le cadre communal Dialogue, Justice et Sécurité de Sam Notaire, l'organisateur de l'activité, parle d'une rencontre fructueuse. Un climat de confiance est en train d'être construit entre les forces de défense et de sécurité et les populations de Sam Notaire et Guédiawaye d'une manière générale. Parce que des liens, de plus en plus, les relations de collaboration commencent à se construire. Et que ce qui est important, chaque fois qu'il y a un constat, que les gens ont des interlocuteurs en face, que ce soit les commandants, que ce soit les commissaires, je pense que là, ça va nous aider à faire une meilleure maillage, mais aussi une présence sur le terrain pour alerter. Ce qui ne suffit pas, mentionnent les acteurs communautaires, la sécurité de proximité étant l'affaire de tous et de tout un chacun. Les autorités locales impliquent et invitent toutes les couches sociales à s'impliquer davantage dans le combat. Mamadou Moustapha Ndiaye, coordonnateur du cadre de concertation, dialogue justice et sécurité de la commune de Sam Notaire. On est allé plus loin pour voir les zones les plus chaudes dans chaque commune. Si nous devons contribuer dans cette sécurité de proximité, il est important de savoir quels sont les mécanismes de collaboration. C'est dans ce cadre aujourd'hui qu'on a fait appel à des experts, mais aussi au commissaire central, qui viennent nous faire part de sa disponibilité, mais aussi de son esprit d'ouverture pour dire que nous devons collaborer, parce que la sécurité, ça doit être l'affaire de tout le monde. Les comités de veille et d'alerte placent le viol et le vol à l'arraché à la tête des formes d'insécurité à Guédiawaye. Salif Sow, Radio Futur Média. Les précisions du Conseil constitutionnel. La juridiction ne cherche pas un consensus dans son jugement. Son objectif, selon le directeur de cabinet du président du Conseil constitutionnel, c'est de donner des décisions intelligibles. Il veut mettre à contribution les médias pour mieux comprendre le travail du Conseil constitutionnel. Madjena Bahoum avec Abdourahmane Diallo, notre correspondant. L'acte de juger est en soi un acte générateur de frustration. Il n'y a aucun juge au monde qui soit
animé par un souci de consensus autour de ces décisions. La frustration est consubstantielle à l'acte de juger. Maintenant, ce qui dépend du juge, qu'il soit constitutionnel ou judiciaire, c'est de faire en sorte que sa décision soit intelligible. C'est pour ça que ce séminaire n'est qu'un pas parmi d'autres que le Conseil constitutionnel a initié. Nous avons commencé par créer un site web où tout est expliqué sur les compétences du Conseil constitutionnel. Toutes les décisions du Conseil constitutionnel sont publiées en temps réel et c'est une politique d'ouverture que le Conseil va continuer sous l'impulsion du président avec l'accord de tous les membres. Le Conseil constitutionnel ne peut pas faire autrement. C'est une institution dans la société, ce n'est pas une institution à côté de la société. Il ne peut pas continuer à être dans un tabernacle fermé et inexpugnable. Il doit s'ouvrir à la société, lui parler, mais sans nourrir l'illusion de faire un consensus autour de lui. Mais son souci, c'est de faire en sorte que les gens comprennent quand il décide. Pourquoi est-ce qu'il a décidé? Maintenant, les gens garderont leur liberté d'expression, leur liberté d'analyse et leur liberté de critique, parce que c'est la rançon de la démocratie. Une fondation Sadio Mané, l'international sénégalais, le numéro 10 des Lions, ne l'écarte pas. C'est pour pouvoir aider les populations démunies. Sadio Mané l'a fait savoir à Bambali, son fief, où il a été accueilli en euros. Sadio Mané au micro de Max Eclite Kamfani. Je suis quelqu'un qui vraiment j'aime pas souvent parler de mes projets dans le futur, mais bon, je pense que c'est ce qui l'actualité aujourd'hui, c'est l'école et l'hôpital en cours. Et je pense que voilà, peut-être dans 5-6 mois, l'hôpital sera terminé aussi. Et on verra les prochaines infrastructures. Les jeunes ont parlé d'infrastructures, surtout pour les PAMP, d'unités de transformation. Est-ce que Sadio, dans ses actions sociales, pense à aider la population par rapport à cela? Je le dis et je vais le répéter encore une fois. Je suis là pour tout le monde. Et pour le moment, je viens juste de terminer l'école et il y a l'hôpital encore. Une chose est sûre, je serai toujours là pour mes proches, bien sûr pour mes parents, et pour tout le monde aussi. Donc pour parler de mes projets dans le futur, c'est que je suis assez timide pour parler de ça. Mais de toute façon, je sais que c'est des choses qui, dans l'avenir, je vais essayer de faire mon mieux. Comme Eto'o Drogba, vous penserez avoir une fondation Sadio Mané pour accompagner la population sénégalaise sur ces joueurs en particulier? Oui, bien sûr. Il y en a. Bon. Chacun a sa façon de faire les choses. Il y a d'autres qui ont des fondations et je pense qu'aujourd'hui je suis capable de l'avoir. Mais je pense que voilà, je vais essayer de faire d'abord avec mes propres moyens et sinon après le reste on verra si je vais essayer de solliciter ou pas. Date, bonsoir. Bonsoir, Jo Maron. Date, on va commencer par le handball. Avec le Challenge Trophy, ça concerne les U20 féminins. Donc les filles du Sénégal qui ont battu cet après-midi l'Ouganda par 42-24, deuxième victoire donc des U20 en autant de sorties. Vous entendrez dans nos prochaines éditions le coach des Lions qui s'est prononcé après cette victoire, Jo Maron. Et on retourne à Bambali où Sadio Mané a été accueilli en héros, c'est après la CAN. Niancho Sadio Mané accueilli en fanfare à Bambali par les siens. Son domicile familial a été pris d'assaut aujourd'hui par les supporters. Une manière de rattraper le rendez-vous manqué d'hier. Occasion pour la star du football sénégalais de décliner ses ambitions avec l'équipe nationale du Sénégal. La correspondance de Max Glid Kamfani. C'est un jour pas comme les autres vécus à Bambali par ces fans de Sadio Mané qui ont pris très tôt d'assaut la maison maternelle de leur héros afin de communier avec lui. Un retour au bercail pour encore mieux se ressourcer après une saison et une CAN bien remplie. C'est normal. Je suis né ici, grandi ici. C'est ici que tout a commencé. Et je pense que c'est tout à fait normal. Pour moi, c'est toujours un honneur et une fierté de retourner dans mon village natal. L'édition de la CAN 2019 terminée, Sadio Mané souhaite se concentrer sur les éliminatoires avant de penser à comment aborder celle de 2021. Bon, je pense que pour le moment, c'est un peu plus tôt de parler de 2021 parce que voilà, on a pas mal de matchs, qualifications surtout.
faut qu'on se qualifie d'abord et surtout, bien sûr, c'est l'objectif. Après, il faut pas non plus penser que vous allez marcher dessus de toutes les équipes. On les respecte. Maintenant, on va essayer de bien préparer les qualifications, surtout de se qualifier d'abord. Et encore une fois, on ne va pas se voiler la face. On va essayer d'aller là-bas et surtout de tout faire pour la gagner, même si c'est un peu plus tôt. En ce qui concerne le prochain Ballon d'Or africain, l'enfant de Bambali espère être l'un des potentiels candidats et remporter le trophée, toutefois si ceux qui jugent le considèrent comme favori. C'est à vous de voir, c'est à vous de juger, les journalistes, pas nous les joueurs. Nous, on fait avec l'acte sur le terrain et après c'est vous qui allez décider. Écoutez, c'est mon rêve, c'est vous de juger si je suis candidat ou si je suis favori ou si je suis capable de l'avoir. En tout cas, personnellement, je sais que c'est mon rêve le plus absolu. C'est Max Euclide Kamfani, RFM. Max Euclide Kamfania, merci. Restons dans le football. C'est officiel, Idrissa Gana Gueye sera parisien la saison prochaine. Révélation de l'équipe.fr. D'après le site français, Everton et le Paris Saint-Germain ont enfin trouvé un accord. L'international sénégalais va s'engager avec le club parisien jusqu'en 2024. L'indemnité de transfert se situerait aux environs de 32 millions d'euros auxquels vont s'ajouter des bonus. De quoi faire du sport, Jo Marron. Transfert aussi Ousseynou Thioune, international sénégalais de football, a signé aujourd'hui un contrat de 2 ans avec Chocho, le milieu défensif âgé de 25 ans qui évoluait en 3e division espagnole au Gymnastique Tarragone, a été libéré par son club suite à la relégation de l'équipe. Ousseynou Thioune que nous écoutons au micro de Sodetiam. Ce qui m'a motivé, c'est l'installation du club. Ils ont une équipe très jeune et surtout ce qui m'a motivé, c'est le coach. Parce qu'il y a un coach sénégalais qui est là-bas, Omar Daf, donc il m'a contacté personnellement. Donc c'est la raison pour laquelle je suis parti là-bas. Je suis vraiment content, je suis content de signer à Sochaux, rejoindre mes 3 coéquipiers qui sont des Sénégalais et de rejoindre aussi le coach Omar Daf parce que je pense qu'avec lui, il va m'aider à progresser. Moi, mes objectifs principaux, c'est d'aider l'équipe, ensuite avoir une progression et avoir une équipe plus que ça. Toujours rêve de jouer à la sélection. Moi objectivement, c'est de progresser en club. Donc l'équipe nationale, ça viendra avec le temps. Quand tu es bon en club, moi je pense qu'ils vont t'appeler. Mais pour le moment, je me concentre pour le club, au club. Donc et on laisse bosser le coach. Et on a beaucoup de joueurs et on a des grands joueurs. Donc et le jour qu'il aura besoin de moi je répondrai présent. C'était donc l'international Ousseynou Thioune, un autre jeune international sénégalais, Makhtar Gueye, qui évoluait jusqu'ici dans la réserve de Saint-Étienne, va signer à l'AS Nancy Lorraine. Annonce faite par le club ce jeudi. Le jeune attaquant âgé de 21 ans va ainsi rejoindre Nancy avec 2 autres jeunes verts, Wagner Diaz Gonzalez et Rémi Rocha Santos. Oui, là, Ndate Diop, moi je fais bien du sport, mais ce n'est pas le football. Vous savez de quoi il s'agit. Parlons de basket, l'ASC Ville de Dakar et la Fédération sénégalaise de basket qui ne parlent pas le même langage. Pour cause, l'organisation de l'afro-basket féminin, cette compétition risque d'impacter négativement dans le championnat de basketball féminin saison 2018-2019. Une décision une décision prise par la Fédération sénégalaise de basket de suspendre la saison n'est pas du goût de l'AS Ville de Dakar, mais le chargé de communication de la Fédération parle de suspension provisoire. Les détails avec Oumar Mbow. La saison 2018-2019 de basketball féminin risque de se terminer en queue de poisson. La décision de l'autorité fédérale de rompre la dite saison irrite les dirigeants de l'AS Ville de Dakar. Yatma Diaw, le président. Ce n'est pas parce que l'équipe nationale doit jouer une compétition africaine que les gens doivent suspendre le championnat. À l'entame du championnat, ils savaient qu'il y a Afro-Basket le 9 août. Il y aura Afro-Basket. Ils devaient faire un bon calendrier pour permettre au club de terminer. Mais aussi, il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. On ne doit pas prendre des prétextes. Moi, je dis que c'est des prétextes simplement. Nous, on va voir avec eux pour qu'on les appelle à la raison et qu'ils appliquent les textes. Le chargé de communication de la Fédération sénégalaise de basketball calme les ardeurs. El Hadj Sarr fait savoir que la suspension n'est pas définitive. C'est une suspension provisoire, juste de 3 semaines. Le président a reçu des courriers de clubs concernés par l'Afro-Basket. Aussi, on demandait à un moment donné que ce report-là soit fait. Maintenant, au-delà de ça,
que ce soit chez les garçons comme chez les filles, le championnat sera suspendu. Et encore une fois, ce n'est pas une décision qu'on a prise parce qu'il fallait la prendre juste comme ça. Malheureusement, il n'y avait pas une autre solution qui pouvait se suppléer à celle de devoir renvoyer les compétitions. Pour rappel, le Sénégal va abriter le basketball féminin du 9 au 18 août prochain, une compétition que les Lions avaient perdue en 2017 face aux Nigérianes. Oumar Mbaw, il faut signaler que les Lions de l'équipe nationale de football ont effectué cet après-midi leur première séance d'entraînement en vue de cette compétition. L'Afro-Basket, c'était cet après-midi à Dakar Arena. Et la Jundate Job Modulo va-t-il garder ou bien prendre le titre du roi des arènes? En tout cas, il a promis à ses supporters cet après-midi. Je veux la couronne du roi des arènes plus que mes supporters parce que c'est tout ce qui me reste dans l'arène. Propos de Modulo qui a fait face à la presse. C'était cet après-midi au terrain Akapes des Parcelles Assainies où se tenait son open press flanqué de ses lieutenants. Papa Sow Yekini Junior, le roc des Parcelles Assainies, a promis de battre à nouveau son adversaire Abdoulaye Diop. C'est par ces propos que Modulo a tenu à rassurer les supporters venus nombreux lui témoigner leur soutien. Le roc des Parcelles Assainies assure qu'il n'a qu'un seul objectif, la couronne. Je ne suis pas nouveau dans l'arène, donc tous les combats sont des grands combats pour moi. Et cette couronne, je la veux 100 fois plus que mes supporters, car c'est tout ce qui me reste dans l'arène. Raison de plus, je fais tout ce que je dois faire. Prions Dieu simplement jusqu'à dimanche. Et pour y arriver, le chef de file de l'écurie Rock Energy dit prendre toutes les dispositions. Quand on a un combat de lutte avec frappe, il faut être prêt sur tous les plans. Et nous le sommes. Dimanche, nous donnerons tout ce que le combat demande s'il plaît à Dieu. Les mots de Messen sur ma dernière défaite sont loin de me déstabiliser, a déclaré Modulo. Ça fait longtemps que je suis dans l'arène. Donc ce ne sont pas ces mots qui vont me déstabiliser. C'était juste un face-à-face et c'est différent du combat. Ça ne sert à rien de palabrer. Attendons tout simplement dimanche. Modou Kharenlo, entouré de ses lieutenants et des lutteurs comme Papa Sow Yekini Junior, s'est montré confiant devant ses supporters et leur promet de ramener le titre de roi des arènes aux Parcelles Assainies. Modulo Messen, revanche ou confirmation, en tout cas, ce sera dimanche prochain au stade Léopold Sédar Senghor Jomaron. Merci beaucoup Elhadj Ndate Diop. Le tour du web sur RFM. Le tour du web, c'est avec Fama Diol. Bienvenue. Dakaractu est largement revenu sur cet accident survenu au poste Thiaroye. Maïssa Diop est mort sur le coup. Un camion lourdement chargé de sacs de riz et qui roulait à vive allure a dérapé avant de se retrouver dans un atelier de réparation de téléphones. Seneweb renseigne sur l'horreur et selon nos confrères, le bilan fait état d'1 mort et 4 blessés, dont 3 dans un état grave. En ce même jour, Dakar a reçu ses premières pluies, mais déjà des communes pataugent. Et selon l'RL.net qui cite le directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, il pointe du doigt le comportement des populations. La Sénéganie Saro a dénoncé des vols de plaques et les bassins qui sont transformés en dépotoirs d'ordures. Parlons éducation. Macky propose des concertations sur les problématiques du système éducatif. Information à lire sur IGFM. Selon le chef de l'État, il y a des défis à relever, notamment la revalorisation du système éducatif sénégalais. Nos confrères d'IGFM renseignent que Macky Sall s'est exprimé à marge de la cérémonie de remise de distinction aux meilleurs élèves du Sénégal. Sport, le Sénégal intègre le top 20 mondial du classement FIFA et reste leader en Afrique. U-Sport de noter que le Sénégal intègre pour la première fois de son histoire le top 20. Pour sa part, l'Algérie, néo-championne d'Afrique, a réalisé la plus nette progression de ce mois en engrangeant pas moins de 117 points. Le Nigeria, Madagascar et le Bénin ont eux aussi été récompensés après leur bonne performance. Tour du web, c'est fini. À demain. Merci beaucoup, Fama John, qui laisse la place à Youssouf Bodian pour Quartier Vert. Bonsoir et bienvenue. Ce vendredi 26 juillet est célébrée la journée internationale de l'écosystème des mangroves,
Les mangroves, de quoi s'agit-il? La réponse de ce spécialiste. Mon nom est Yahya Gueye, je suis spécialiste mangrove au bureau de terrain de Wetlands International. La mangrove se situe dans l'espace entre le continent et la mer. Donc tout ce qui est phénomène d'érosion côtière doivent être normalement stoppés par la mangrove. Mais en plus de ces fonctions de régulation qui sont très importantes, régulation du climat par la séquestration du carbone, il y a des fonctions de production que la mangrove est en train de jouer pour les communautés, notamment le fait de leur permettre de s'approvisionner en fruits de mer en général. C'est aussi un lieu de frayère des poissons, de refuge aussi pour les petits poissons et les crevettes et entre autres produits de mer qui se retrouvent dans cette zone-là. Mais c'est aussi vraiment un réceptacle pour tout ce qui est biodiversité. On a parlé un peu des oiseaux d'eau qui sont des bio-indicateurs et c'est un rôle très important que ces mangroves-là jouent en termes de refuge pour vraiment toute la biodiversité. Et quelles sont aujourd'hui les menaces qui pèsent sur la mangrove au Sénégal? Fondamentalement, il y a deux menaces qui pèsent sur ces mangroves-là. La première, c'est lié à la démographie. Donc, les mangroves poussent dans des zones côtières, donc ce sont des zones aussi où les populations ont tendance à s'installer. Donc avec cette forte communauté humaine, il y a une très grande pression que c'est anthropique qui est exercée sur cette mangrove en termes de coupe, de bois d'œuvre, de bois de chauffe, mais aussi c'est un écosystème qui est utilisé pour d'autres raisons. On utilise du bois pour faire du bois d'œuvre, du bois de chauffe entre autres. L'autre problème que la mangrove est en train de subir, c'est les effets du changement climatique. Tantôt c'est une disparition complète de la couverture végétale, donc de la mangrove, tantôt c'est un déplacement de ces écosystèmes donc vers le continent ou des effets contraires. Dans le contexte du Sénégal, puisque nous y sommes, il y a des menaces émergentes potentielles. On parle d'exploitation pétrolière et gazière. C'est sûr que cette exploitation-là, si elle n'est pas rationalisée, pourrait avoir donc des conséquences sur ces écosystèmes de mangroves. À Joal, il y a 900 hectares de mangroves dans l'aire marine protégée. Là-bas, la gestion de l'environnement est aussi basée sur des savoirs endogènes. Amadou Sabarba. La mangrove, un lieu de reproduction des poissons, huîtres entre autres, ce qui fait de cet écosystème un élément important dans la vie des populations de Joal, où la pêche est une activité très développée. Pour protéger les mangroves, le comité de gestion s'appuie sur la culture, selon son président Abdou Karim Sall. Ici, nous sommes des Sérères. Quand on parle de l'ethnie Sérère, il y a ce qu'on appelle sur les ethnies Sérères les Djahanora. C'est les gens qui sont en lien avec la mer. C'est les gens qui s'occupent de la mer. Et qu'ici à Joal, vous voyez, c'est là où il y a les baobabs. C'est le 4e site culturel de Joal. L'un des plus grands sites culturels de Joal qui est très respecté. Nous, quand on était jeunes, on nous disait que quand ils coupent la mangrove, la nuit, il y a un génie qui s'appelle Mamangit qui vient récupérer les branches. Et à l'époque, il y avait tellement de maladies, les gens avaient peur qu'on n'a jamais, même à cette heure-ci, on n'osait même pas venir dans la mangrove parce que c'était des mythes où on croyait. C'est à cause de ça que la mangrove de Joal a été très bien protégée. Le site de Joal Fadiout est une entité gérée par la direction des aires marines protégées. Capitaine Cheikh Tidiane Diagne est le conservateur de l'AMP. Parce qu'en fait, la culture est reconnue comme étant un outil efficace de gestion durable de la ressource. Vous allez en Casamance avec les bois sacrés et cela est valable aussi ici à Joal et ailleurs. Vous voyez par exemple l'île de Fadiout et l'insularité, la presque insularité de Joal. Vous vous rendez compte que les populations font corps avec la nature. C'est des gens qui vivent à 80% des ressources marines et côtières. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils ont ressenti très tôt la nécessité de mettre en place une politique de gestion durable de la ressource. Parce qu'en fait, ils sont liés à ces ressources-là. Si la ressource disparaît, c'est comme si la population était menacée. Au-delà de la conservation, des activités de reboisement sont organisées pour la régénération de la mangrove. Amadou Sabarba, le reboisement de la mangrove, une des activités phares d'Océanium dirigée par Ali Haïdar, l'ancien ministre de l'Environnement, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte. Ainsi se referment les portes de Quartier Vert la semaine prochaine. Même heure, même quartier, même planète. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné.
toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide TDR sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire. Case de santé et DS-DOM pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne santé, c'est Nafissa Toussila qui... Bienvenue. La polydactylie, c'est la présence d'un ou de plusieurs doigts supplémentaires au niveau de la main ou encore des orteils supplémentaires au pied. Elle peut concerner une seule main ou un seul pied et généralement bilatérale, du côté de l'auriculaire ou du pouce, du gros orteil ou du petit, mais parfois bien au milieu, et il s'agit alors de la polydactylie centrale. Certains doigts seront entiers, d'autres ne seront qu'un bout de chair en plus. La polydactylie est d'origine héréditaire, mais on la retrouve dans certains cas de syndrome comme le syndrome de Pallister-Hall ou le syndrome de Guttmacher pouvant affecter plusieurs parties du corps occasionnant des malformations. La polydactylie est diagnostiquée lors de l'échographie durant le premier ou le deuxième trimestre de la grossesse si la position du fœtus le permet. Celle de la main est plus facile à identifier que celle du pied. Bien souvent, ce doigt ou orteil supplémentaire peut entraîner une gêne fonctionnelle et esthétique. Et dans bien des cas, une intervention chirurgicale peut être envisagée. Elle consiste à retirer les doigts ou orteils en trop. Cette opération se fera même à bord du bateau hôpital Mercy Ships. Ici à Dakar, le bateau est attendu pour le 10 août prochain. C'est tout pour bonne santé. À bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente santé. Bonne santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal. RFM, l'invité. L'invité Pape Samba Bitey, directeur général de la Sénélec, reçu par Nafissa Toussila. Aujourd'hui, on est avec le directeur général de la Sénélec, le tout nouveau directeur, Pape Mademba Bitey. Aujourd'hui, M. Bitey, on assiste à une signature de convention pour renforcer l'électrification dans des zones déjà électrifiées. Quelle est la teneur de cette convention? Oui, cette convention s'inscrit dans le cadre du développement du réseau de transport parce que, comme vous le savez, à l'image des autoroutes, donc aujourd'hui, pour atteindre les localités les plus éloignées, on est obligé de construire de grandes voies. Ça, c'est le réseau de transport, c'est ce qu'on appelle les autoroutes de l'électricité. Effectivement, cette zone-là fait partie des zones les plus électrifiées du Sénégal, mais néanmoins, nous n'avons pas encore assuré l'accès universel. Et qu'aujourd'hui également, pour tout réseau de transport, il est important que ce réseau puisse développer une résilience, qui signifie que chaque fois qu'on a la perte d'un ouvrage, on doit être capable de réalimenter les clients. Ce que nous n'avions pas jusqu'à présent, bien que la zone soit bien couverte, mais il nous manquait des secours, ce qui fait souvent que les populations qui sont à Matam, les populations qui sont à Dagana, chaque fois qu'il y avait des perturbations sur le réseau de Manantali, n'avaient pas l'électricité. Parce que simplement la source de l'énergie était Manantali. Mais aujourd'hui, avec cet ouvrage que nous venons de réaliser, quand on aura des indisponibilités, on pourra prendre l'énergie du réseau interconnecté à partir de Touba, envoyer jusque dans ces zones, ce qui va diminuer les durées de coupure que ces populations connaissaient. En plus d'alimenter les zones importantes rizicoles, et également permettre l'irrigation et l'accès de ces populations à l'électricité. Mais est-ce opportun de réaliser cette boucle si on sait que dans pas mal de zones dans le pays, le courant n'y est pas encore? Oui, aujourd'hui, le courant n'y est pas. Vous posez une question très importante, madame, parce que si nous regardons les Sénégalais, nous sommes 16 millions de Sénégalais. Et aujourd'hui, il n'y a que 1,5 million qui ont accès à l'électricité. Et ce sont ces 1,5 million 1000 clients que l'État subventionne chaque année pour réduire les tarifs.
Aujourd'hui, la vraie question que nous devons nous poser, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui opportun que l'État puisse diminuer cette subvention accordée à ces 1 500 000 Sénégalais pour permettre aux autres 14 millions et quelques Sénégalais de pouvoir accéder à l'électricité. Sur toute l'importance de votre question, je pense que la réflexion doit être menée et le débat posé. Aujourd'hui, l'État a presque cette année 100 milliards de subventions aux clients qui ont l'électricité, alors que derrière, on a 14 500 000 Sénégalais qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Et pour cette partie de la population qui a déjà de l'électricité, pourquoi trouve-t-on qu'elle est un peu chère, cette électricité? Oui, cette électricité est chère parce que tout simplement, ce qui sert à faire l'électricité est cher et ne dépend pas du Sénégal. C'est le pétrole. Nous l'importons jusqu'à présent et aujourd'hui, avec les perspectives que nous avons d'ici l'horizon 2022, le président nous a demandé de prendre toutes les dispositions pour que quand le first gaz, les premières molécules de gaz seront là, qu'on puisse être prêt pour basculer nos machines qui fonctionnent avec le fuel importé, qu'on puisse utiliser notre gaz local. Et je dis qu'à cet horizon, on pourra diviser les coûts de production presque de moitié. Ce qui veut dire que ce sera une répercussion directe sur le tarif de l'électricité qui est vendu aux Sénégalais. L'objectif que le président nous a fixé, c'est à partir de cet horizon de pouvoir faire du Sénégal un hub énergétique, développer tout ce qu'il faut pour avoir les tarifs de l'électricité les plus bas de l'Afrique de l'Ouest. Et donc de l'électricité pour tous. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si nous baissons les tarifs de l'électricité, la subvention de l'État va baisser et peut-être même être annulée et les économies qu'on aura à réaliser dans cet ensemble global nous permettront de pouvoir donner l'électricité à l'ensemble des Sénégalais. C'est pour ça que le président nous a dit « Je veux l'accès universel à l'horizon 2025 ». Ça veut dire 3 ans après l'arrivée du gaz. Et ça, nous sommes en train d'y travailler et les projets que nous signons là sont des projets précurseurs qui vont nous faciliter l'atteinte de ces objectifs pour qu'on soit dans les meilleurs délais. Et l'objectif, comme vous le savez, c'est de réaliser tout ça en mode fast-track. Mais avec tous ces bruits autour du pétrole et du gaz au Sénégal, est-ce que ce n'est pas un rêve quelque part? Non. Ce n'est pas un rêve parce que, comme je le dis, lorsque nous venions en 2012, le taux d'électrification était autour de 24%. Nous l'avons amené à 40%. Ça veut dire que des efforts importants ont été faits en termes d'électrification. Si nous regardons le nombre de villages électrifiés, ça a été plus que doublé. Et aujourd'hui, c'est pas un rêve. Si vous allez dans les campagnes, vous verrez les populations, il y a beaucoup de villages qui ne pensaient pas avoir accès à l'électricité, aujourd'hui sont électrifiés. Et nous sommes en train de multiplier les projets et les techniques pour raccorder les populations. Donc à partir de ce moment, nous sommes conscients que cette arrivée du gaz-là va nous permettre de disposer de plus de ressources supplémentaires pour continuer le travail que nous avons déjà initié. Qu'est-ce que l'État du Sénégal gagne dans cette convention? Ce que l'État du Sénégal gagne, parce que comme vous le savez... C'est un prêt. Oui, mais c'est un prêt qui est donné à Sénélec. Et aujourd'hui, ce que l'État du Sénégal gagne, c'est que l'État du Sénégal a la responsabilité de donner l'électricité aux Sénégalais. Donc aujourd'hui, avec la bonne santé financière de Sénélec, nous avons la possibilité de faire des montages financiers comme ça et de respecter les échéanciers. Parce que je signale juste qu'on avait signé le premier avec Vinci et aujourd'hui c'est le second que nous signons et ça va nous permettre de sécuriser les autoroutes de l'électricité et d'augmenter le taux de pénétration de l'électricité chez les Sénégalais. Et dans quel cadre se fait ce genre de financement? C'est toujours dans le même cadre des projets que nous finançons parce qu'aujourd'hui Sénélec a initié depuis plus de 20 ans le mode de partenariat public-privé qui peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être du BO, ça peut être du BOT et c'est l'ensemble de toutes ces formes-là aujourd'hui que Sénélec est en train d'explorer pour diversifier ses sources de financement et en même temps réaliser ses projets conformément à son plan stratégique. Et dans la transparence? Bien sûr, parce que tout est supervisé par les autorités de régulation des marchés. Et pour les populations touchées, les populations qui ont déjà de l'électricité, par exemple à Dakar, quelle est la politique de la Sénélec pour au moins que l'électricité soit en abondance, par exemple? Parce que ces derniers temps, on a pas mal de délestage. Qu'en est-il réellement? Moi, je vous dis que j'ai été pendant presque 10 ans le responsable du département qui distribuait l'électricité au Sénégal. Je me souviens à l'époque, les populations venaient pour négocier 6 heures d'électricité par jour.
Ça veut dire que ces mêmes populations acceptaient qu'on puisse les couper pendant 18 heures par jour. Aujourd'hui, les interpellations que je reçois, c'est qu'on m'a coupé pendant 10 minutes, pendant 20 minutes. Donc les populations qui acceptaient d'avoir 6 heures à 8 heures d'électricité par jour avant 2000, aujourd'hui exigent d'avoir l'électricité 24 heures sur 24. Et quand vous entendez les réclamations, c'est on m'a coupé 10 minutes, on m'a coupé 20 minutes. Nous sommes d'accord avec elles parce que ces populations sont nos clients. C'est notre raison d'être et notre obligation, c'est de leur donner l'électricité. Maintenant, ce que nous leur disons, c'est qu'aujourd'hui, la dernière fois, j'ai réceptionné à Diamniadio tout le matériel pour l'entretien du réseau. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer la boucle 90 kV de Dakar pour améliorer la continuité de service. Et aujourd'hui, quand même, nous sommes dans les dispositions pour faire de notre réseau un réseau résilient qui va disposer de suffisamment de lignes de secours, qui va disposer de suffisamment de postes de transformation qui vont réduire les pertes, qui vont alimenter la qualité. Néanmoins, comme vous le savez, chaque fois que nous entamons la période de pointe à partir du mois de juillet, faisons des travaux pour préparer. Parce que comme vous le savez bien, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Donc nous sommes obligés de prendre les dispositions pour qu'avant l'arrivée des premières pluies, on puisse régler l'ensemble des points faibles du réseau, qu'on puisse faire l'entretien correctement. Maintenant, chaque fois que nous le faisons, nous procédons au préalable à des communiqués comme nous l'exige notre règlement de service. Certains nous disent que nous devons faire des efforts supplémentaires dans la communication, mais aujourd'hui, toutes les voies de communication qui nous sont autorisées sont utilisées. On fait des communiqués dans les journaux, on fait des communiqués dans les radios, on utilise même la presse en ligne. Maintenant, il reste que, également, aujourd'hui, nous sommes en train de développer un outil qui nous permet aujourd'hui d'envoyer des SMS directement aux clients pour les informer des travaux programmés que nous faisons. Nous demandons juste l'indigence des populations pendant cette période que ces quelques minutes de coupure et les travaux programmés, c'est pour améliorer la qualité et la continuité de service. Aujourd'hui, véritablement, quand on regarde en termes de statistiques de coupure, parce que dans toutes les sociétés d'électricité, ça se mesure, la durée et la fréquence des coupures, nous sommes de très loin devant beaucoup de sociétés d'électricité en Afrique de l'Ouest en ce qui concerne la durée et la fréquence des coupures. Et quelle explication par rapport au retard des factures dernièrement? Oui, ça, Senelec, dans le souci d'améliorer sa relation clientèle, a acquis un nouveau système d'information qui s'appelle NSIC, donc nouveau système d'information commerciale. Et ce nouveau système a plus de capacité, plus d'outils et de convivialité pour mieux traiter les clients. Maintenant, il s'est trouvé qu'à un moment donné, il fallait basculer de l'ancien vers le nouveau système. Et comme vous le savez, tout système nouveau, on peut avoir quelques bugs. Et c'est ce qui nous est arrivé où on a eu quelques clients qui ne représentaient pas beaucoup, moins de 5% de la clientèle de Senelec, qui n'ont pas reçu de facture. Mais aujourd'hui, les équipes techniques ont tout réglé. L'ensemble des clients de Senelec a reçu ces factures. Aujourd'hui, ceux qui ont reçu les factures en retard, on leur a donné même un délai supplémentaire qui leur a permis de pouvoir payer à bonne date les factures. Mais ce problème maintenant, il est derrière nous. Pour les compteurs Royofal, on voit souvent des gens se plaindre parce que ça finit vite. Qu'est-ce qui est dû à cela? Non, vous savez, qu'il n'y a pas de défaut dans la fabrication des compteurs? Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous savez, le compteur Royofal, c'est comme votre voiture. C'est la quantité de carburant que vous avez mis à l'intérieur que vous consommez. Vous avez vos appareils. Vous utilisez, quand c'est fini, c'est fini. Mais si vous chargez suffisamment pour disposer de tous les équipements, vous pouvez avoir une utilisation qui est plus longue. La tarification est meilleure avec le compteur Royofal. Donc aujourd'hui, tout est là pour que le client qui charge suffisamment puisse disposer de la quantité d'énergie nécessaire. Et je signale que nous tous, ce sont ces compteurs Royofal que nous avons dans nos maisons. Et nous avons vu l'utilité parce que ça permet une meilleure maîtrise de la consommation. Ça permet également de suivre les niches de gaspillage qu'on a au niveau de la maison et de décider quand est-ce qu'il faut consommer et quand est-ce qu'il ne faut pas consommer, ce qui constitue des convivialités qu'on n'avait pas avec l'autre compteur. Senelec a un réel problème avec les marchés. Toutes les communes, à cause des mauvais branchements et autres, quelle politique que Senelec a mis sur point pour au moins atténuer un peu les difficultés? Je rappelle juste que les marchés sont des propriétés privées qui n'appartiennent pas à Senelec. Mais les branchements et autres... Mais les branchements, malheureusement, sont les installateurs et les propriétaires
prestataires qui font ça. Mais néanmoins, conscient de son mission de service public et du danger que ces marchés peuvent représenter, ces mauvais branchements, Senelec a initié un programme de modernisation et de sécurisation des installations. Donc ça veut dire qu'on est allé nous-mêmes jusqu'au niveau de la propriété privée du commerçant pour mettre aux normes ces installations électriques. Vous avez vu, on a fait à Colobane, on a fait à Liberté et c'est un programme qu'on va continuer. Mais aujourd'hui, avec le Prokelec, nous sommes en train de mettre en place le COSIEL qui devra nous permettre d'éviter et d'anticiper sur ces problèmes-là. Parce que désormais, pour disposer de l'électricité, il faudra avoir une attestation de la conformité des installations intérieures avant que Senelec, l'opérateur, ne puisse vous délivrer le courant. Donc nous sommes en train de corriger et d'anticiper sur l'ensemble de ces anomalies dont nous subissons les conséquences. Je vous remercie, Monsieur le Directeur Général de la Senelec, Pape Mademobité. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Nafissatou Sila, et c'est la fin de ce journal. Je rappelle les titres. La colère de l'association Safara Hépatite Sénégal contre la coordonnatrice du programme national de lutte contre les hépatites. Elle exige le départ de Aminata Sall Diallo qui se défend au Sénégal. Près de 2 500 000 personnes touchées par la maladie. Le ministre de l'Agriculture chez le Khalife général des Mourides à Touba, Moussa Baldé, à sa sortie de l'audience, annonce que la distribution de l'engrais et des semences se poursuit. Imam et muezzin prient à Saint-Louis pour un bon hivernage. Mais attention, les pratiques contraires à nos valeurs comme l'homosexualité ne jouent pas en faveur de l'hivernage selon ces imams. Région de Matam, plus de 35 localités privées d'eau potable. La situation préoccupe des élus de la zone qui réclament le début des travaux de réalisation des conduites d'eau pour atténuer les difficultés. Modou Lo qui promet à ses supporters le titre du roi des arènes face à Homesen. Il a dit face aux journalistes, vous avez suivi la page sport avec l'agenda de Job, tour du web Fama John, quartier vers Youssouf Bodjan, bonne santé, Nafissatou Sila, Nafissatou qui a reçu l'invité du soir, Pape Demba Bité, le directeur général de la Senelec.